Est-ce que vous avez déjà ressenti la douceur du cachemire sur votre peau? On se laisse envelopper par la chaleur et par la sophistication de cette fibre d'exception. Le cachemire, c'est un mot, c'est une promesse, mais est-ce la fibre ultime à travailler? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici c'est Christelle Lioul, Christelle LK, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui, ce ne sera pas un podcast. Aujourd'hui, on va parler fibres. Je vous ai parlé de mohair, de laine, de mérinos, d'alpaga et de soie. Aujourd'hui, on va parler d'une fibre de luxe qui est le cachemire. Je vais vous parler, comme dans chacune des vidéos que j'ai fait, des avantages et des désavantages du cachemire, de l'origine du cachemire, d'où on le trouve, de comment on l'exploite et ce qui peut poser problème ou ce qui ne pose pas de problème. Est-ce que cette fibre peut remplacer la laine? Avec ses avantages, est-ce que vous pouvez tout à fait remplacer toute votre garde-robe faite de laine par une fibre de cachemire? Est-ce que tous ces pulls en cachemire que l'on vend dans des grandes marques sont vraiment qualitatif. Donc aujourd'hui, je vais vous aider à débrouiller un peu le monde du cachemire, y comprendre un peu les enjeux commerciaux, mais aussi les enjeux politiques qu'il y a autour du cachemire, et puis aussi, pourquoi pas, tant qu'on y est, pourquoi ne pas essayer? C'est une fibre qui est très intéressante, mais qui a aussi ses désavantages. Le cachemire, c'est une fibre de luxe qui est relativement facilement disponible. Enfin, relativement facilement disponible. On va dire que la production mondiale est quand même importante et donc son nom attire la notion de luxe. Donc dans certaines marques, on va trouver du cachemire un peu mis dans n'importe quelle fibre. Alors ici, on va parler de fil à tricoter et de fil à crocheter. Vous allez avoir des ajouts de cachemire parce qu'en fait, le fait d'ajouter le mot cachemire dans la laine fait qu'on peut se permettre d'augmenter le prix. Parce que cachemire égale luxe, donc s'il y a du cachemire, ça veut dire qu'on peut se permettre d'augmenter le prix. Et puis le cachemire, il faut un peu le toucher. J'ai fait une vidéo sur pourquoi est-ce que la laine, on ne peut pas se fier qu'à son toucher. Il faut savoir que le cachemire a un toucher très particulier et peut en fait, cacher certains défauts de la laine. Donc, on ajoute parfois de manière pernicieuse du cachemire dans une laine pour pouvoir cacher un peu ses défauts. Donc, le cachemire, c'est vrai que c'est une fibre de luxe, mais il y a derrière des enjeux économiques parce qu'on peut se permettre de faire passer de la laine un peu moins qualitative en ajoutant un peu de cachemire et augmenter très fortement le prix du produit. Il y a eu un scandale dans les années 2000 à 2015, je mets le lien ici en dessous, il y a eu des poursuites pénales d'ailleurs de 2 marques de laine, je ne vais pas citer les noms, où en fait on avait mis dans la laine, c'était de la laine, hein, c'était pas de la fibre végétale, c'était de la laine. On avait dit ajouter une fibre de cachemire. Or, c'était pas du cachemire, c'était un substitut. Et donc, vendait très cher cette laine-là, alors que ce n'était pas un mélange de laine et de cachemire. Donc, il y a eu des plaintes d'une marque de laine vis-à-vis de l'autre. Et ça a un peu régulé tout le truc, parce qu'en fait, il y a eu un abus, en fait, parce que c'était impossible pour les gens en se fiant au toucher, ils se disaient « Ah, c'est du cachemire », c'était marqué « cachemire » dessus, mais ce n'était pas du vrai cachemire, et donc on leurrait le consommateur. Donc il y a eu des plaintes à ce sujet-là, on a un peu clarifié les choses, c'est ce que je dis. Maintenant, ce qu'on ferait, c'est qu'on fait des analyses ADN. À l'époque, on ne pouvait pas faire des analyses ADN aussi pratiquement et aussi de manière... Enfin, on l'en faisait, mais c'était beaucoup plus cher que maintenant. Maintenant, faire des analyses ADN, ça revient à un prix nettement moins élevé. Et donc, tout ça pour une question pécuniaire. Donc il faut savoir que le cachemire, ça peut être sujet à problématique parce que c'est une fibre reconnue de luxe, comme l'or, comme l'argent, comme ce genre de choses. Et quelquefois, on vous fait passer des vessies pour des lanternes. Qu'est-ce que le cachemire? D'où vient le cachemire? Le cachemire, il vient de Cachemire. Cachemire, c'est une zone qui se situe entre 2 pics des toits du monde, l'Himalaya. Donc c'est vraiment de cette zone-là que provient le Cachemire. Donc le cachemire originaire. Alors à la base, il faut savoir que maintenant actuellement le cachemire n'est pas que dans cette région-là. Les grands producteurs sont essentiellement chinois et mongols, mais vous allez trouver donc du cachemire entre la Chine et l'Inde. Vous allez trouver du cachemire en Inde, au Pakistan, en Chine
au Népal, au Tibet, et aussi en Mongolie. Les deux producteurs majeurs du cachemire au niveau mondial, c'est la Chine et la Mongolie. Vous allez trouver du cachemire aussi en Amérique du Nord, et vous allez trouver du cachemire en Australie et en Nouvelle-Zélande. Donc, le cachemire n'est pas produit qu'en Chine, il n'est pas produit qu'en Mongolie, il peut être produit dans certaines zones du pays. Alors, l'origine, la chèvre cachemire en soi, telle qu'on la conçoit, qui est une chèvre particulière, qui est la chèvre du Tibet, ce n'est pas une chèvre cachemire, c'est la chèvre du Tibet. Alors, quelle est la particularité du cachemire? On appelle cachemire non pas la chèvre dont est issu le poil, mais en fait, le cachemire, c'est quoi? C'est un sous-poil de chèvre. Donc, le cachemire peut être issu de plusieurs types de chèvres en fonction des régions. Il faut savoir que, par exemple, dans la région du Cachemire, c'est la chèvre, je cherche le nom, c'est Capra tibetina, et c'est la Shangtu. Je mets le mot ici, c'est imprononçable. C'est vraiment une race typique de là qu'on a exporté, que vous allez trouver ailleurs dans le monde. Mais par exemple, en Amérique du Nord, ils produisent du cachemire, parce que le cachemire, c'est vraiment une question de sous-poil avec des chèvres pygmées. Et ils croisent avec des chèvres sauvages. Il y a une sélection génétique, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui fait qu'on se retrouve avec des chèvres qui peuvent produire du cachemire. Toute chèvre qui a ce qu'on appelle une double toison, double coat, donc un sous-poil et un poil extérieur, sont des chèvres qui peuvent produire du cachemire. Donc ces chèvres-là, excepté le mohair, parce que le mohair, ce n'est pas le cas, peuvent produire du cachemire. Cachemire n'est pas lié à une race de chèvre, mais c'est bien le sous-poil. Et il y a plein de conditions qui font que ça peut être du cachemire. Le mohair en particulier, donc je parle du mohair, c'est un poil, c'est une seule toison. Donc c'est ce qu'on appelle des single coats, c'est-à-dire qu'il y a une seule toison, il y a une seule couche de poils, je vous renvoie sur la vidéo sur le mohair, pour cette chèvre-là. Dans le cas du cachemire, c'est vraiment le sous-poil qu'on récupère, et pas le poil en soi, et on ne fait rien du poil parce que ce n'est pas utilisable. Donc, originairement, c'est la Capra tibetina, Capra hircus laniger ou Shangtiangi, j'y arriverai, qui est la chèvre originaire, mais on peut trouver du cachemire issu d'autres poils de chèvre que de la chèvre cachemire originaire. Alors, le cachemire tel qu'on le connaît et que l'on entend, il y a une appellation qui est le pashmina. Le pashmina, vous avez déjà certainement entendu ça, on vend des pashminas un peu sous couvert de, alors que c'est du faux. Hein. Le pashmina, c'est un double terme. Le pashmina, ça peut être le fameux châle pashmina que l'on porte, qui à la base était fait à la base de poils de chèvre du Tibet. Et le pashmina en tant que fibre, c'est une fibre très particulière. C'est une fibre qui est issue de cette fameuse chèvre du Tibet qui vit en région Cachemire avec un micronage spécifique de 11,3 à 12,6 oui, dans ces eaux-là. Et on a très très peu de production. On est sur 155 à 199 grammes de poils par chèvre. Donc c'est vraiment une fibre très luxueuse. C'est vraiment une fibre très particulière, la fibre pashmina, qui est vraiment typique de la région du Cachemire. Donc ça, quand on vous parle de pashmina, il faut faire la distinction entre le châle pashmina et la fibre pashmina. Honnêtement, j'ai eu l'occasion une fois d'en avoir. C'est vraiment une fibre très particulière, excessivement fine. Maintenant, je vous ai déjà parlé des Orenbourg. Eh bien, l'Orenbourg, c'est aussi du Cachemire. L'Orenbourg, ce sont des chèvres de Sibérie dont on récupère le sous-poil et on en fait le fil Orenbourg, mais c'est aussi un type de cachemire. Donc voilà un peu, pour vous débrouiller un peu ce que c'est que le cachemire. Alors, le cachemire, il a des avantages et des désavantages. Je vais d'abord parler des caractéristiques du poil, de ce qu'apporte le poil, et puis je vais parler des désavantages. Alors, au niveau poil, comment est-ce que ça se comporte? Comment est-ce qu'on fait pour récupérer le poil de cachemire? Il faut savoir qu'à la base, on ne récupère le poil que lors de la mue de l'animal, donc entre l'hiver et le printemps, l'été, ça dépend un peu des régions, et l'animal perd des touffes de poils du duvet. Il y a deux temps, si vous voulez, dans la façon dont il mue. Il va d'abord perdre son sous-poil et puis son poil. Donc ça va permettre une sélection. Comme ce sont des fibres et c'est une toison qui est double, on va vraiment avoir une sélection au niveau de la toison. Il faut que cette toison, elle soit
très distinctes, c'est-à-dire que quand vous prenez une toison de chèvre, de cachemire, enfin de chèvre du Tibet, vous devez avoir une claire distinction entre le poil et le sous-poil. À la base, on épilait, si vous voulez, ou on brossait les chèvres pour récupérer le sous-poil. Ça permettait de faire un tri très propre, parce qu'en fait, comme le poil ne tombe pas au même moment que le duvet, ben forcément, vous n'aviez pas de poil dans les toisons. Maintenant, donc soit peigné, soit épilé, un peu comme les lapins angora. Maintenant, il y a certains endroits où on les tond. Et donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est enlever les poils de la tonte, puisque en fait, on enlève carrément toute la toison de l'animal, et donc on se retrouve avec le poil et le sous-poil. Et là, il faut faire un travail de sélection à ce niveau-là. Alors c'est discutable cette façon de faire, parce qu'en fait, les animaux se retrouvent sans poil. Or, le but, quand même, c'est qu'ils gardent leur poil pour pouvoir affronter quand même des temps qui ne sont pas nécessairement très cléments. Hein. On parle de l'Himalaya quand même, on ne parle pas du sud de la France. Donc, l'animal va se retrouver rasé, c'est embêtant parce qu'en fait il perd son sous-poil, mais il a encore besoin de poils pour pouvoir survivre. Donc cette façon de faire est un peu discutée. Vous allez trouver aussi bien de l'épilage que du peignage que de la tonte dans la sélection de la toison du cachemire. Donc ça, c'est la façon dont on traite le poil en tant que tel. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer obtenir? Évidemment, comme il s'agit de plusieurs races de chèvres, on a des quantités qui sont plus ou moins différentes. On peut donner une idée, par exemple, de si on récupère sur une toison de chèvres quelconque, un bélier par exemple, on peut avoir entre 500 et 1,1 kg de toison. Sur les 500 à 1,1 kg de toison, on va avoir 20% à 60% de sous-poil. Donc vous voyez que les chiffres sont très 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 variables, mais les chiffres qu'on trouve majoritairement, c'est qu'on trouve plus ou moins 200 grammes de poils de chèvre exploitables sur un animal. Donc vous imaginez bien que pour faire un pull, il va vous falloir 4 à 5 toisons de chèvre pour pouvoir faire un pull. Donc vous comprenez pourquoi c'est une fibre qui est très chère. Pourquoi ça peut être très cher? Parce qu'en fait, l'animal, il produit du sous-poil, certainement. Le sous-poil, c'est très léger. Et en plus, en fonction des conditions climatiques, il a plus ou moins de sous-poil. Donc, on va se retrouver avec une quantité limitée de fibres sur l'animal qui fait que ça peut être très cher. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on trouve sur l'animal. Ensuite, on a la finesse. On peut avoir des chèvres cachemire, à part celle dont je vous ai parlé, le pashmina, où on est sur du très fin. Qu'est-ce qu'on peut espérer en finesse? On est sur de l'ordre de 14 à 19 microns. Je vous rappelle, le mérinos très fin, c'est 19,5. Le mérinos basique que vous allez trouver mérinos d'Arles, c'est 21 microns, ce qui est déjà très fin. Donc là, on est vraiment sur de l'extrême finesse. Dans ces 19 à 21 microns, on va trouver de 14 à 16 et de 17 à 19. Le 14 à 16, c'est ce qu'on appelle du cachemire de bonneterie, entre guillemets, qui va servir surtout à tout ce qui est tricot. Et entre 17 et 19 à ce qui va servir à du tissage. Il y a du cachemire un peu plus épais, notamment en Afghanistan. On sait qu'en fait, le cachemire chinois et le cachemire mongol peut couvrir les deux, entre 14 et 19. En Afghanistan, ce sera plutôt du cachemire qui va servir au tissage ou différents usages, mais certainement pas au tricot, où il y a toute l'industrie du tricot. Pourquoi? Enfin, tricot, crochet, je parle des fibres tricotées. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est trop épaisse. Donc ça, c'est vraiment les standards au niveau du cachemire. On peut avoir du cachemire beaucoup plus épais. Évidemment, on parle de sous-poil, mais on ne parle pas de poil. Le poil, lui, peut aller jusqu'à 100 microns, ce qui est énorme. Donc, on a une tolérance de tri, c'est-à-dire que quand vous choisissez une toison, il faut que cette toison soit relativement uniforme, mais on peut avoir présence d'un peu de fibres dedans, ça ne doit pas dépasser 3% de fibres de poil, ça ne doit pas dépasser 3% pour pouvoir avoir une qualité cachemire qui est vraiment exploitable. Il faut qu'il y ait maximum 3% de poil
dans cette toison-là, et il faut qu'il y ait une homogénéité du poil. Donc on ne peut pas avoir une partie du poil à 14 et une partie du poil à 20. Il faut vraiment qu'on soit sur du 15 par exemple, ou sur du 19 en grosse moyenne. Donc ça, c'est vraiment les qualités qu'on attend chez du cachemire. On attend aussi une fibre quand on l'ouvre, je vous l'ai dit, où on a une grosse distinction, où à la limite, c'est tellement visuel que le tri n'est pas compliqué. Ça évite d'avoir un poil un peu fin qui se mélange avec le sous-poil et d'avoir une qualité un peu médiocre. Donc ça, c'est une sélection. Et on attend de fibres du sous-poil qu'il y ait énormément de ce qu'on appelle de crimp, c'est-à-dire des ondulations en 3 dimensions, donc plein de petites vaguelettes très serrées, ce qui va donner un fil très aérien lorsqu'on va le filer. Donc ça, c'est vraiment les exigences au niveau de la toison de cachemire et ce qu'on peut attendre du cachemire. La longueur de fibre, elle, est très variable en fonction de la Chine, de l'Amérique, etc., etc. Donc on a des normes américaines, on a des normes internationales, on a des normes chinoises. Les Chinois, on est plutôt sur du 3,5, les Américains, on va être plutôt sur du 5 cm. Ce qui sont des fibres relativement courtes. C'est pour ça qu'elles ne sont pas filables dans n'importe quelle industrie, parce qu'elles sont trop courtes. C'est pour ça que ça peut avoir tendance à facilement boulocher, parce que ce sont des fibres courtes et très légères. En plus, elles ne se filent pas de manière aussi resserrée que de la laine de bouton. Donc, on a une fibre très aérienne, assez cardée. On peut avoir du peigné dans le cachemire, hein, mais on va avoir quelque chose qui a tendance à boulocher rapidement. Pourquoi? C'est dit à la spécificité de la fibre, il faut le savoir. Donc, on ne va pas utiliser le cachemire pour n'importe quel pull, n'importe quelle chaussette ou ce genre de choses. Il faut vraiment réfléchir à comment on va utiliser le cachemire. Alors, quelles sont les spécificités du cachemire? Il a les mêmes spécificités que la laine, c'est-à-dire qu'il est ignifuge, qu'il est hydrophobe, qu'il vous permet de garder bien la chaleur, en sachant pertinemment bien qu'en fait le cachemire peut être de 3 fois à 10 fois plus chaud que la laine. Donc ça, c'est vraiment une des particularités du cachemire, c'est d'être beaucoup plus chaud que la laine. Mais sinon, par ailleurs, hydrophobe, il a tendance ignifuge, il est antibactérien, antifongique et ce genre de choses. Donc vous allez retrouver exactement les mêmes qualités que la laine dans le cachemire. Comme je l'ai dit, le cachemire, c'est une fibre courte et donc il est clair que vous ne pouvez pas porter ça de n'importe quelle manière. Si vous avez une pièce tricotée qui est sujet au frottement, le cachemire, c'est pas un bon plan parce que ça va boulocher. Le cachemire, pour les hommes à barbe, je l'ai déjà répété des dizaines de fois, en fait, ça a tendance très vite à boulocher parce qu'en fait, ça s'use, ça se frotte et ça bouloche. Donc, réfléchissez, quand vous utilisez du cachemire, à qui vous le destinez et quelle pièce vous allez utiliser pour pouvoir utiliser du cachemire. Le cachemire 100%, c'est une fibre qui casse très facilement, qui va boulocher relativement facilement. Personnellement, moi, je le réserve plutôt à des châles, des accessoires de cou, pour moi, ou alors des bonnets, mais vraiment pas quelque chose qui va être soumis à frottement. Je ne ferai pas un pull en cachemire, par exemple. On parle de désavantages ici. On va parler des désavantages du cachemire. Par exemple, le cachemire, il faut savoir que par rapport à la laine, ça bouloche quand même beaucoup plus. Donc par exemple, le cachemire, vous n'allez quand même pas le porter comme des chaussettes. Alors moi, je ne ferai pas un pull en cachemire, tout en cachemire, 100% cachemire, parce que j'aurais tendance à me dire que ça va boulocher à certaines zones. C'est vrai qu'il y a des entreprises qui vous vendent maintenant des pulls en cachemire en vous vantant l'avantage du cachemire, comme quoi c'est léger, que c'est doux, que ça, etc., à des prix dérisoires. Et on peut se poser la question de est-ce que réellement c'est judicieux d'acheter ce genre de pièces. Pourquoi? Parce que, je vous ai dit, majoritairement, les producteurs de cachemire, c'est la Chine et la Mongolie. La Chine et la Mongolie, ce sont des pays qui n'ont strictement aucune loi sur le bien-être animal. Il n'y a déjà pas beaucoup de lois sur le bien-être des travailleurs, donc il n'y a pas du tout de loi sur le bien-être animal. Donc on peut se poser des questions sur la façon dont on exploite les chèvres, en Chine, par exemple. Alors, il faut savoir que ça ne veut pas dire que c'est parce que c'est chinois, c'est mauvais, c'est pas ce que je dis. Il faut savoir qu'il y a des normes. Ces normes, je vous en parlerai, des standards, et certaines entreprises chinoises respectent ces standards. Il y a des normes où, par contre, ils ne respectent pas du tout ces standards-là, et même en Amérique du Nord, par exemple, mais il faut le savoir. Donc, on peut se poser la question du respect de l'animal, parce que l'animal, il est tondu.
L'animal y vit dans des conditions qui sont souvent extrêmes pour produire du chou-poil. Et quand on tond un animal, ben vous vous retrouvez avec l'animal qui a plus de poils. Et est-ce que c'est l'idéal pour lui? Parce qu'en fait, il a quand même besoin d'un poil pour pouvoir se protéger du temps. On n'est pas, je l'ai dit, en France, dans le sud de la France, donc forcément, il a besoin de poils. Donc, est-ce que la tonte, on ne peut pas se poser des questions? Ensuite, il y a un réel impact environnemental. C'est quand même quelque chose qui est produit à grande échelle. Le cachemire est de plus en plus à grande échelle et à la limite, ça devient insoutenable. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est produit dans les plus gros producteurs, c'est la Chine et la Mongolie, et notamment la Mongolie. La Mongolie, c'est 60% de l'élevage, du cheptel présent, ce qu'on appelle le livestock, tout ce qui est bétail en Mongolie. Les chèvres, vous le savez certainement si vous avez des chèvres, ça a tendance à manger de tout. Et donc, ça a un impact sur les terres, parce que on est en Mongolie, il fait pas, l'herbe elle pousse comme elle peut, on n'est pas loin des steppes, ben, c'est quand même pas un pays, c'est quand même assez aride. Et donc, ces animaux, eh bien, ils ratiboisent littéralement tout ce qui est gazon, herbe mangeable, donc tout ce qu'ils peuvent brouter, ils le broutent, 60%. Donc ça a vraiment un impact très important sur la terre en Mongolie, et ça potentialise un phénomène, une catastrophe naturelle qui existe depuis toujours et qui est très connue en Mongolie, mais qui s'accélère, c'est ce qu'on appelle le dzoud. Le dzoud, c'est quoi? C'est en fait un hiver excessivement rude, excessivement froid, avec des vents excessivement violents. En général, quand il y a du dzoud, les animaux ne survivent pas. Ils ne survivent pas parce que ça descend à du moins 25, du moins 30, et en plus avec un froid ressenti qui dépasse ça. Et en général, les animaux meurent. Ce sont des peuplades nomades, la Mongolie, il faut le savoir, et donc ils dépendent très fortement de leurs animaux. Et donc on a un impact, plus il y a de zout, plus les animaux meurent, plus les nomades, en fait, sont contraints d'aller en ville. Et comme ils n'ont pas énormément de savoir-faire autre que leur savoir-faire d'élevage, ils ne trouvent pas leur place en ville. Et donc on se retrouve avec des gens qui sont expatriés, dont on ne respecte plus le mode de vie, qui est le mode de vie nomade, qui se retrouvent dans des grandes villes et qui donc subissent la pauvreté. Donc il y a vraiment un impact à surconsommer du cachemire sur la nature, sur le changement climatique, sur l'animal, parce que est-ce que l'animal est correctement respecté, et sur aussi les hommes, puisque ces hommes, on ne respecte plus leur mode de vie, et que ces nomades se retrouvent expatriés dans des grandes villes où ils n'ont pas du tout leur place, et on ne respecte pas du tout leur mode de vie qui est millénaire. Donc ça, c'est vraiment des questions à se poser sur, quand on utilise du cachemire, d'où est-ce qu'il vient, et qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous êtes obligé de transformer tout en cachemire? Est-ce que vous êtes obligé de prendre toutes les pièces en cachemire? Est-ce qu'une petite dose de cachemire, pourquoi pas? Voilà, c'est des questions à se poser sur l'usage de cette fibre-là. Et cette fibre-là, si on veut respecter les choses et si on veut faire les choses correctement, elle doit être payée cher. On ne peut pas se trouver avec un cachemire de qualité qui est à petit prix, ce n'est pas possible, parce que ce ne sera pas produit dans des conditions idéales. Donc, faites attention quand vous achetez du cachemire. Si vous utilisez du cachemire, partez sur du cachemire de qualité et ne vous faites pas avoir avec des substituts du cachemire. Et surtout, veillez à ce que ça respecte certains standards. Alors ces standards, c'est la Good Kashmir Standards. C'est une association qui est basée sur 4 piliers. 1. Le respect du bien-être animal. Dans quel environnement les animaux vivent? Quel est leur comportement? Est-ce qu'ils ont un bien-être physique, un bien-être mental? Dans quelles conditions est-ce qu'ils sont nourris? Donc ça, c'est vraiment le premier pilier qui est le bien-être animal. Ensuite, est-ce qu'on fait attention à l'environnement et à la protection de l'environnement en évitant le surbroutage et la surexploitation des terres agricoles? Est-ce qu'on respecte le travail des hommes? Et ensuite, comment est-ce qu'ils gèrent les terres et la production? Donc ça, ce sont les 4 piliers qui sont les piliers qui soutiennent le standard de la Good Kashmir Standards, que vous allez trouver, je vous ai mis ici en dessous. Ce label, il est donné tous les ans, une fois par an. Ce sont des audits par des auditeurs indépendants qui donnent ça à une firme ou à un élevage, ou peu importe. Et tous les 12 mois, c'est reconductible. Tout est scruté, que ce soit de la production au produit final, parce que la production, la tonte,
le passage en machine, le filage, les couleurs, etc. sont prises en compte. Ce que je ne vous ai pas dit dans la vidéo, c'est que les couleurs du cachemire, vous allez trouver, comme on parle de plein de chèvres, vous allez trouver du blanc au noir, en sachant quand même que les blanches sont préférées au noir, parce qu'on sait teindre du blanc, du beige aussi, mais le noir beaucoup moins. Donc on va plutôt préférer des bêtes qui sont blanches que des bêtes qui sont noires, des toisons qui sont noires. Donc voilà un peu un résumé de ce que c'est que le cachemire. Je répète, le cachemire, c'est une fibre qui vient d'une chèvre qui s'appelle la chèvre du Tibet, mais pas que. Le cachemire, c'est le produit, ce n'est pas la chèvre dont est issu le produit, c'est vraiment le produit en tant que tel. Donc on peut trouver du cachemire sur d'autres races que la chèvre du Tibet, cette fameuse chèvre qui est originaire de la région du Cachemire. Que les producteurs majeurs du cachemire sont la Chine et la Mongolie, mais que vous allez aussi trouver du cachemire en Inde, au Pakistan, en Afghanistan, et vous allez trouver du cachemire en Nouvelle-Zélande, en Australie et aussi en Amérique du Nord. Vous allez avoir une fibre qui est très douce, qui est très légère, qui est très agréable à porter, mais qui a une tendance au boulochage. Et bien entendu, elle ne feutre pas outre mesure, mais bien entendu, on peut se poser des questions comme l'impact environnemental et le respect des hommes et des animaux dans l'histoire, et donc faire un choix en conscience de se dire le cachemire, je le veux de bonne qualité, il faut qu'il y ait un standard, et ma foi, si j'achète du cachemire, je vais devoir payer le prix qu'il faut, parce que le cachemire, réellement, c'est une fibre de luxe, ce ne se trouve pas à 20 €, ce n'est pas possible d'avoir un cachemire à 20 € quand il est produit dans des conditions idéales. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça n'a pas été trop brouillon parce que j'ai dû changer 3 fois de batterie en cours. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que mes batteries sont en train de rendre l'âme. Comme je l'ai dit, il y aura de nouveau des vidéos qui seront destination. On reprend le cours des choses maintenant que les salons sont terminés. N'empêche que la semaine prochaine, c'est le début du gift along. Donc je vous ferai une vidéo sur mes choix pour le gift along, sur des choix de Noël, sur le calendrier de l'Avent. Je ferai une vidéo spéciale Noël et on se retrouve samedi prochain.